Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau live sur Git et GitHub. Aujourd'hui on va parler principalement de l'utilisation des branches et on va commencer avec le sommaire, donc le concept des branches pour commencer. Ensuite on verra un petit peu aussi comment organiser ces branches, quelque chose d'un peu différent mais vous verrez ça peut être intéressant. On va faire un atelier pratique surtout pour vous montrer comment créer des branches, comment les utiliser, comment pousser, merger, pull request, etc. Et les questions, et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, je prendrai le temps d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc pour commencer, le concept des branches. Alors, vous avez déjà tous, j'imagine, plus ou moins travaillé sur Git. Vous commencez avec une branche qu'on appelle main. Avant, elle s'appelait master, maintenant ça s'appelle main. On fait un init, comme ça on a notre branche et on peut travailler dessus. Alors dans l'idée, si on prend un exemple, on travaille sur notre branche, on fait différentes choses pour arriver à un commit. À un moment donné, on a commit un ensemble du travail qu'on a réalisé. Là ensuite, qu'est-ce qui se passe? On travaille pour un client, le client, c'est son site sur lequel on travaille, il nous demande de faire une évolution. L'évolution, on estime, bon, il nous faut environ 10 jours pour la réaliser. Donc ça représente à peu près le travail qui est à réaliser, et ça, c'est le point final quand on aura fini le travail. Donc on commence à travailler dessus, on travaille dessus 5-6 jours. Et là, petit souci, le client nous contacte, il y a un bug sur le site en ligne, les clients ne peuvent plus passer de commandes, c'est compliqué, il faut régler ça rapidement parce qu'en attendant, ils perdent de l'argent. Vu qu'on a commencé un travail, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de choix. On pourrait commit ce qu'on a réalisé. Le problème, c'est que quand on va déployer, au final, on va déployer des choses qui ne sont pas terminées sur le site. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décider, je vais continuer, je vais terminer ce que j'ai à faire, et puis je ferai la correction après. Mais du coup, ça peut faire 3 à 4 jours pendant lesquels aucun client ne peut passer de commande chez notre client. Donc il perd de l'argent pendant ce temps-là, il va pas être content. Et on a un troisième choix, c'est au final supprimer ce qu'on a fait pour revenir au niveau du commit, pour pouvoir faire la correction, faire un commit avec la correction, déployer en production sur le site, et reprendre le travail qu'on a fait, donc refaire tout ce qu'on a supprimé. Et du coup, on a perdu un temps fou, et soit le client ne veut pas nous payer le temps supplémentaire, et à ce moment-là, on a perdu du temps et de l'argent, soit le client doit payer le temps supplémentaire, et à ce moment-là, au final, l'évolution de 10 jours, il va payer 15 jours, il va pas être content non plus. Alors comment on peut gérer ça? On reprend notre branche main d'origine. Alors de la même façon, on retravaille, on arrive à un même commit, et là on a une évolution à faire. Toujours la même évolution, 10 jours environ. Et bien la première chose qu'on va faire, c'est tirer une branche. Alors tirer une branche, en fait, c'est faire une copie de la branche sur laquelle on travaille. On va avoir une copie complète de cette branche avec le travail dans lequel il est, et ça va nous permettre d'isoler le travail, c'est-à-dire que le travail qu'on va faire sur cette branche ne va pas impacter la branche principale. Donc là, sur notre branche Evol, on a l'évolution qui est prévue, on commence à travailler dessus. Là, le client nous contacte et nous dit il y a un bug en prod, ça va pas du tout, il faut corriger tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut tout simplement tirer une autre branche à partir de la branche principale. Ça va être un fixe. On fait notre correction. On va ensuite merger cette branche, c'est-à-dire la fusionner sur la branche principale. Et comme ça, on peut déployer notre branche principale avec la correction du bug. Et ensuite, on se repositionne sur notre branche d'évolution pour reprendre le travail dans l'état dans lequel on l'avait laissé. Et on peut donc le terminer et remerger sur la branche principale. Voilà à quoi ça sert les branches. Alors ça, c'était un exemple quand on travaille seul. Ça peut aussi servir en équipe. Alors l'intérêt d'une branche, c'est pouvoir garder la main pour le produit en production et les branches pour les V0X. Donc oui, alors ça après c'est de l'organisation, c'est ce que je vais voir juste après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pareil quand on travaille en équipe, on va être plusieurs à travailler potentiellement sur les mêmes choses, et du coup, si chacun tire sa branche, au final, chacun va isoler son travail et sans impacter les autres. Et c'est seulement quand on a terminé complètement quelque chose qu'on va remerger sur la branche principale pour que les autres puissent le récupérer et donc remettre en commun tout le travail qui a été fait. Au niveau de l'organisation des branches, alors là, l'exemple que je vous ai montré juste avant, c'est un exemple relativement simple, on travaille directement sur la main. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé de faire. Généralement, on va plus recommander, dans un premier temps, quand on tire la main, de créer une branche développe. En fait, l'idée, c'est d'avoir une branche par environnement de travail.
Le main correspond à la production, c'est-à-dire au site qui est en ligne. Et du coup, le code qui est sur la branche main doit correspondre au code qui est en ligne. La branche développe, ça va être les développements en cours, donc ce que les développeurs sont en train de réaliser. Après, potentiellement, on pourra avoir d'autres branches aussi, comme une branche release pour le recettage, une branche de pré-prod pour les tests avant la mise en prod, etc. On peut en faire beaucoup, mais l'idée c'est de toujours garder une branche propre par rapport à ce qui est déployé sur l'environnement qui correspond. Et donc là, si on tire notre branche développe et qu'on travaille à partir de celle-là, ben, on peut créer une nouvelle branche quand on va avoir une nouvelle fonctionnalité à faire, qu'on va appeler par exemple feature header si on veut travailler sur le header. Alors ça, c'est une notation qui est reprise un peu du Git Flow, c'est un ensemble de bonnes pratiques pour organiser ses branches avec Git. Quand on va faire une nouvelle fonctionnalité, on va l'appeler feature, et on va mettre le nom de fonctionnalité, donc la branche va s'appeler feature slash le nom de la fonctionnalité. Donc là, si on développe le header, par exemple, on peut l'appeler feature slash header. On va réaliser notre travail, et une fois qu'on l'a réalisé, on va remerger sur develop. Donc notre travail est terminé, il est mergé sur develop. Ensuite, on a une autre fonctionnalité à faire. Par exemple, le footer, et ben on va faire une branche qui s'appelle feature footer à partir de la develop. On commence notre travail, et là, de la même façon, on nous dit il y a un problème en prod, il faut le corriger, pas de souci. On va tirer une branche à partir de la main qui représente la prod, et dans ce cas-là, ça s'appelle pas un fix, ça s'appelle un hotfix. Alors là, je ne l'ai pas bien écrit, mais normalement, on devrait noter la branche hotfix slash le nom de la correction qu'on est en train de faire. Et c'est la différence justement entre le fix et le hotfix. Le fix, c'est une correction qu'on fait sur la branche develop, c'est-à-dire on a développé par exemple le header, on se rend compte au final qu'il y a un petit souci sur le header qu'on a fait, on va tirer une branche fixe header pour faire la correction. Par contre, si on est sur une correction en prod, on va faire un hotfix. Ça revient au même, sauf que au final, ça va nous permettre dans l'historique de nos branches de retrouver quelles sont les fonctionnalités qu'on a développées, quelles sont les corrections qu'on a fait et quelles sont les corrections en prod qu'on a fait. Et on va s'y retrouver beaucoup plus facilement comme ça. Donc une fois qu'on a fini notre hotfix, on peut reprendre notre feature footer, continuer à la développer, la merger sur la develop. Et le jour où on a un certain nombre de fonctionnalités sur la develop, ce qu'on appelle un lot, on va pouvoir déployer ce lot complet sur la main en faisant un merge, et du coup, ensuite, il nous reste juste à déployer le main. Et là, du coup, on a une organisation qui nous permet de bien isoler notre travail sur différentes branches. À aucun moment on est impacté sur le travail du quotidien, sur les corrections, sur quoi que ce soit. Et ça va être beaucoup plus pratique. C'est le genre d'organisation qu'on va retrouver en entreprise. Alors ça peut être un peu compliqué quand vous travaillez sur des projets, sur de l'apprentissage, vous êtes en formation. Mais ça reste quand même une bonne pratique. Ça peut vous permettre vous aussi d'isoler votre travail. Pas parce qu'on vous demande de corriger un bug en prod, mais parce que par exemple, vous commencez à faire une fonctionnalité, vous êtes bloqué, vous avez besoin de l'aide de votre formateur ou de votre mentor que vous verrez dans 3 jours ou 10 jours. Et en attendant, il ne faut pas rester bloqué sur cette fonctionnalité. Donc ça peut être pratique parce qu'une fois que vous êtes ici sur votre branche, vous la laissez de côté, vous tirez une autre branche pour commencer autre chose, vous faites autre chose, etc. Et le jour où vous voyez votre formateur, vous pouvez revenir sur votre branche qui pose problème et montrer du coup spécifiquement cette branche avec quel est le souci que vous rencontrez. Et il pourra probablement vous aider à résoudre ce problème. Une fois que c'est résolu, vous remergez sur Develop et vous pouvez reprendre les autres branches que vous avez commencé entre deux pour votre travail. Voilà. On va passer à l'atelier pratique. Alors je vais reprendre le repo que j'avais fait hier, où il n'y a pas grand chose. Donc là par exemple, imaginons je veux faire un header. Je vais créer une nouvelle branche. Alors, il faut savoir, il y a normalement pour faire une branche, on utilise la commande git branche, puis on spécifie le nom de la branche. Donc, par exemple, on pourrait mettre feature slash header. Le problème, c'est que ça va créer la branche, mais on reste sur la main. Et après, il faudrait faire un git checkout en précisant le nom de la branche. Il y a un raccourci qui existe pour ça, qui est git checkout-b, pour dire je crée la branche et je me positionne dessus. Donc git checkout-b, feature slash header. Voilà. Là, il m'a créé la branche et je suis bien positionné dessus. Donc là, je peux faire mes modifications. Donc par exemple, dans mon body, je peux créer un header. J'enregistre. Git add. Hop, j'ajoute les sources. Je vais refaire un petit git status pour voir où on en est. On est bien positionné sur la branche feature header. On a une modification prête à committer. Donc git commit-m header.
Et ensuite un git push. Là, il va me dire je peux pas le faire parce que la branche n'existe pas sur le distant. Alors, bien faire attention, on parle de merge, il y a des gens qui recommandent de faire le merge en local et d'aller pousser au final que la branche main sur laquelle on a mergé ou la branche develop sur laquelle on a mergé. Moi, c'est quelque chose que je recommande pas. J'ai plus tendance à dire poussez vos branches sur GitHub et faites vos merges sur GitHub, c'est ce qu'on va faire juste après. Et pour pousser la branche, en fait, il faut faire un git push set upstream origin feature header qui va créer la branche feature header sur origin, donc le repo GitHub, et pousser toutes les sources dessus. Donc si je fais le push, hop, là, ça devrait être fait. Je vais aller sur GitHub. Hop. Ici, je vais reprendre cet exemple Git ici. Donc là, je suis sur ma branche main. Si je vais sur un index, je vois que mon index n'a pas été modifié. Par contre, si je change de branche ici, je vais sur Feature Header. Là, j'ai un commit qui date d'il y a 1 minute, dans laquelle j'ai mon header dans la branche, sur cette branche-là. À partir de cette branche, une fois que j'ai décidé que ma branche, la fonctionnalité était terminée, je peux faire un merge. Alors pour ça, c'est assez simple en fait. Il suffit de se positionner sur la branche. Et ici en haut, il dit la branche a un commit en avance par rapport à la main. On peut contribuer en faisant une pull request. Donc la pull request, ici, une pull request, c'est pas juste un merge, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est quelque chose de collaboratif. En fait, on peut paramétrer le repo GitHub avec un ensemble de contraintes. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple obliger de la code review, c'est-à-dire que d'autres personnes revoient notre code avant qu'il soit validé. On peut aussi utiliser des outils de vérification de code au niveau de la propreté, des failles, de beaucoup de choses qui vont permettre de valider la pull request. Et tout ça, du coup, ça se paramètre pour les pull requests. Et quand on va envoyer une pull request, il faut qu'on valide tous les critères pour pouvoir faire le merge. Là, j'ai rien paramétré, donc ça va pas faire tout ça. Mais je vais faire donc la pull request. On voit bien ici en haut, on a la branche feature header qui va être envoyée vers la branche main. Donc je crée ma pull request. La pull request est créée. Là, il fait le check justement de l'ensemble des contraintes. Vu qu'il n'y en a pas, ben, on est ouvert tout de suite. Et ici, du coup, je peux faire un merge pull request. Donc je peux merger ma branche, je peux mettre des commentaires si je veux. Je confirme le merge. Et là, ma pull request a été mergée et clôturée. Si je veux, je peux supprimer ma branche. Alors on peut la conserver si on veut, c'est pas nécessairement indispensable de garder les branches feature. Il y a certaines branches qu'on va toujours garder, comme la develop, la main et éventuellement les branches de release ou de pré-prod qu'on peut conserver. Mais les branches de feature, on va pas les garder. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que maintenant, quand je retourne dans code, je n'ai plus qu'une seule branche, c'est la main. Dans l'index, je retrouve bien mes modifications. Et surtout, si je regarde l'historique, ah, mais j'ai pas accès à l'historique. Alors, je vais aller regarder les commits, ce sera plus simple. Merge pull request, ici. Donc je vois en fait le commit qui a été fait à partir de la pull request 1, qui vient de la branche feature header. Et je peux tout, même si la branche est supprimée, normalement je peux aller voir les fichiers qui étaient sur cette branche et je retrouve les commits qui étaient sur cette branche aussi. Donc même si la branche est supprimée, au final on a toujours l'historique qui est conservé. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'envoyer les branches sur GitHub pour les conserver. Là, c'était un merge relativement facile. Je vais vous montrer autre chose. Alors ici, la branche n'existe plus en distant, donc en local, par contre, elle existe toujours. Je vais faire un git checkout, il manque un C, main, pour me repositionner sur ma branche main. Je vais faire un git pull parce que là, ma branche main n'a pas été mise à jour en local, vu qu'elle a été mergée sur GitHub. Donc le git pull va permettre de rapatrier les dernières modifications. Donc là, je récupère les modifications qui sont sur la branche main et je retrouve bien le header et le div qui avait été créé. À partir de là, je vais créer une nouvelle branche. Donc git checkout-b, je vais l'appeler feature 1 par exemple, sur laquelle je commence à faire quelque chose. Par exemple, j'ajoute une deuxième div. Et là, on me dit il y a un problème, il faut corriger quelque chose ou il faut faire autre chose. Je vais me repositionner, donc git checkout main. Je me repositionne sur la main. Je vais refaire un git checkout, mais feature 2 cette fois-ci. Voilà.
Ah oui, il m'a impacté les modifications. Zut. Git checkout. Feature. Zut. Donc feature slash 1, je me repositionne ici, sans faire de faute de préférence. Voilà, je suis positionné sur ma branche. Donc là, j'ai autre chose à faire. J'ai oublié une étape, c'est qu'il faut quand même faire le commit. Début de feature 1. Et je ne push pas. Donc je vais faire un git checkout main, git pull. Je sais pas pourquoi il me conserve les modifications, mais bon. Normalement, il ne devrait pas. C'est parce que j'ai oublié l'étape du commit tout à l'heure, mais normalement il ne les conserve pas. Donc je vais créer une branche git checkout -b feature 3. Ici j'ai une autre modif à faire où je dois faire un span par exemple. Hop. Je vais faire mon git add git commit-m feature 3 et git push où je dois pusher la branche directement. Hop. Je vais sur GitHub. Ici, je devrais retrouver ma branche feature 3 sur laquelle j'ai mon commit. Feature 3. Non, il n'a pas voulu. Create a pull request. Bah si, il a bien voulu. Ah, mon fichier n'était pas enregistré. J'en fais le commit, le push. Hop. Cette fois-ci, voilà. J'ai la dernière modification avec le span en plus. Donc je peux revenir et faire ma pull request pour merger la correction qui a été faite sur le main. Donc feature 3 vers main. Hop, je merge le pull request, je confirme le merge, je supprime la branche. Ici, sur l'index, je vais retrouver du coup le span qui a été créé. Si je reviens ici et que je me repositionne maintenant sur ma branche feature 1, je retrouve donc le code qui avait été fait. Ah oui, j'avais pas. J'avais oublié l'étape. Je reviens ici, donc je suis sur l'état de ma main avant le feature 3. Donc là, je peux ajouter mon div en plus. Je vais refaire un git add git commit-m feature 1 et un git push. Il faut que je crée la branche. Hop, je vais sur GitHub ici. Je devrais avoir maintenant ma branche feature 1, c'est bien le cas. Je n'ai pas de feature 1, pull request. Donc je vais créer une pull request à partir de feature 1 vers main. Là, il me dit qu'il ne peut pas merger automatiquement parce qu'en fait, il y a eu une autre branche entre deux qui est venue faire quelque chose. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas le faire automatiquement. On va quand même créer la pull request. Et là, quand on crée la pull request, il va nous dire qu'il ne peut pas merger automatiquement et qu'il faut qu'on résolve le conflit. Donc, on va résoudre le conflit. Là, il nous montre le fichier et il nous dit il y a cette partie-là qui vient de feature 1 et cette partie-là qui vient de main. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut garder? Nous, on veut garder les deux. Donc, on va juste supprimer les commentaires de merge pour conserver les deux. On marque as resolved, on commit le merge. Et cette fois-ci, quand il va checker, cette fois-ci c'est bon, on peut merger la pull request, confirmer le merge, et on supprime la branche. Et si on revient sur le main, cette fois-ci, on va avoir à la fois la feature 1 et la feature 3 qui ont bien été mergées sur le main et qui fonctionnent ensemble sur le même fichier. Voilà. On a vu un petit peu tous les cas de base de l'utilisation des branches. Si vous avez des questions, je vous écoute. J'espère que c'était clair. Et merci d'avoir été présent en tout cas pour ce live. J'espère que ça vous a plu.
Alors, comme d'habitude, hein, le live est enregistré, il sera disponible sur YouTube sous peu. Et je commence à rendre aussi les lives disponibles sur Twitch sur la chaîne pour pouvoir les revisionner. Je vous écoute en tout cas si vous avez des questions, si vous voulez plus de précision sur l'utilisation des branches ou sur l'utilisation de guide GitHub, je suis là. Est-ce qu'on doit mettre le dossier image si on en a un dans des branches ou dans le main, ça suffit? Ben, tes branches, ça doit rester une copie complète de la branche d'origine que tu as tirée. Donc si tu as un dossier image sur ta branche main et que tu tires une branche à partir de celle-là, ton dossier image sera aussi sur la branche sur laquelle tu as tiré. Enfin, la branche que tu as tirée à partir du main. Donc, tu vas toujours retrouver exactement la même chose, et c'est simplement des différents points d'avancement en fait, les branches. Des avancements en parallèle. Un petit sondage, n'hésitez pas à y répondre. Et je suis toujours dispo pour les questions si vous en avez. Bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui. C'est que ah, si. Quand on collabore à un projet et qu'on fork un dépôt, comment se passe le processus pour soumettre son code avec ses features? Eh bien, c'est relativement pareil. Le fork, en fait, va créer une copie du repo sur votre espace GitHub. Donc, vous avez une copie complète du repo. C'est comme si vous aviez une branche. Et en fait, votre repo, vous allez pouvoir travailler avec des branches comme vous voulez, etc. Et à un moment donné, vous pouvez, à partir de votre main, créer une pull request vers le repo d'origine. Donc, vous allez envoyer une pull request. La nuance, c'est que là, il y a au moins une contrainte de validation avec le fork. C'est que vous ne pouvez pas vous-même valider la pull request. Vous pouvez que l'envoyer. Et c'est la personne qui a créé le repo d'origine qui va pouvoir valider votre pull request. Auquel cas, elle va merger du coup vos modifications dans son propre repo. Mais le concept est exactement le même. C'est comme si vous aviez fait une branche à partir du repo de l'autre personne en fait. C'est un concept super pratique d'ailleurs, hein. Le fork, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est très pratique pour avoir des projets collaboratifs parce qu'au final, vous pouvez faire votre repo sur votre environnement. Et une fois que c'est fait, bah, si d'autres personnes veulent collaborer, vous n'avez pas nécessairement besoin de leur donner les droits à votre repository. Ils peuvent simplement le fork pour pouvoir travailler de leur côté et après bah, vous suggérez des modifications. C'est la pull request d'un fork, c'est une suggestion de modification. Merci en tout cas, je ne voyais pas ça comme ça me donne une bonne direction de versionning pour mon début de projet V2. Ouais. Alors, c'est un truc qui prend du temps à mettre en place au début, de bien s'organiser et surtout de prendre l'habitude de faire les branches et on fait la fonctionnalité. Et justement, créer une branche uniquement pour une fonctionnalité, c'est l'objectif aussi. Ça permet de bien s'organiser et d'éviter les mélanges de fonctionnalités dans une même branche. Et voilà, c'est vraiment ça peut être difficile de s'y mettre au début, il faut prendre l'habitude de le faire. Une fois qu'on a pris l'habitude, au final, c'est très fluide, ça vient tout seul, ça prend pas beaucoup plus de temps pour développer, et ça fait gagner pas mal de temps le jour où on rencontre des problèmes.
Alors n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site Training Dev, j'avais déjà fait un premier live sur la gestion de projet avec Git et GitHub. C'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi. Euh, je peux vous montrer ça très rapidement. En fait, ça consiste à créer un projet. Le projet, on peut l'appeler comme on veut. On peut créer plein de projets sur un même repo. Alors j'avais commencé avec tous mes commits dans le main, du coup je vais réorganiser tout ça. Ouais, c'est bien de le faire dès le début. Alors après, tu as déjà commencé avant, donc c'est pas dramatique non plus. Mais il faut essayer de s'y mettre le plus tôt possible. Plus on avance dans le projet, plus ça va être difficile de commencer à mettre en place des bonnes pratiques sur un projet qui est déjà trop avancé. Et du coup, au niveau du project, par exemple, template none, ça permet de créer des colonnes. Donc on crée des colonnes à faire. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Hop, edit colonne. Une colonne en cours, une colonne terminée, ça c'est vraiment le basique. On peut faire beaucoup plus de colonnes et organiser comme on veut. Et après, du coup, on peut créer des issues. Donc en fait, ce sont des tâches à réaliser et on dit par exemple header, je dois réaliser le header. Il doit contenir deux points, on peut mettre des cases à cocher. Hop, avec la case à cocher, on précise, je sais pas, dans le header, menu de navigation. On peut préciser aussi logo de l'entreprise. Enfin voilà, on peut préciser tout ce qu'on veut. On peut aussi assigner, quand on travaille en équipe, on peut assigner la tâche à quelqu'un. Là par exemple, je peux me l'assigner à moi-même. On peut mettre des labels pour dire si c'est un bug, une documentation, une feature ou d'autres choses. On peut préciser un project. Là par exemple, j'ai le project que j'avais créé. Et les milestones qui permettent, c'est des groupes d'issues qu'on peut créer. Bon, là je le fais pas, mais on va voir ça. Et une fois qu'on a créé l'issue, du coup, dans le project, on va retrouver notre issue ici, qu'on peut mettre dans la colonne. Et l'issue, au fur et à mesure qu'on avance dessus, on peut cocher les cases pour dire j'ai terminé ça, le faire glisser dans une colonne ou dans une autre. Et du coup, bien organiser son projet. Comme ça, dès le début, on crée toutes ces issues. On a la liste de tout ce qu'on doit faire. Et au fur et à mesure, on prend une carte, on dit j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. On le fait, on crée une branche, on fait notre travail. Une fois que c'est fini, on push la branche, on fait la pull request, la merge, on passe la carte dans terminé, on prend la carte suivante et on enchaîne. Ça prend un peu de temps à faire aussi, mais ça permet de bien s'organiser, ça évite de se perdre. Et surtout, c'est un gros plus parce que c'est pas mal utilisé en entreprise, ce genre de choses. Et le jour où vous passez un entretien, savoir expliquer que vous avez déjà fait de la gestion de projet Kanban avec des tâches, de l'assignation de tâches, de la gestion d'avancement, etc. C'est un gros plus qui est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi et à le mettre en place. Il y a un live que j'avais fait qui est disponible sur Training Dev qui explique tout ça beaucoup plus dans le détail que ce que je viens de faire très rapidement. Ça fait plus que du backlog, ça fait vraiment c'est vraiment pour de la gestion de projet, ça permet de gérer le projet à plusieurs. On l'utilise en entreprise, généralement en fait, ça va être le product owner ou le chef de projet qui vont créer les issues. On appelle ça des user stories quand on fait du Scrum, de la méthodologie Scrum. Donc en fait, c'est la description de qu'est-ce que je dois réaliser et qu'est-ce que l'utilisateur pourra faire sur mon application. Et du coup, c'est eux qui réalisent ça, ils décrivent un peu ce qu'ils attendent. Le développeur prend la carte, parce que le chef de projet lui a assigné. Il prend la carte, il va travailler dessus et il va la faire avancer. Et on va avoir beaucoup plus de colonnes aussi en entreprise, parce qu'on va utiliser par exemple une colonne en cours de rédaction, rédigée, à assigner, à faire, cours de réalisation, terminé, à tester en environnement de dev, à recéter, à déployer. Enfin voilà, on peut avoir plein de colonnes et du coup, on a vraiment le suivi de la carte et on sait quelle fonctionnalité on est où à quel moment. Quand on veut faire des lots, on attend qu'un ensemble de fonctionnalités soit dans la bonne colonne pour créer un lot qu'on va aller déployer, etc. C'est vraiment une gestion très avancée. Et surtout, on retrouve ces cartes. Le truc aussi, enfin, vous verrez si vous regardez le live, on peut associer des commits aux cartes, aux issues. Donc du coup, on peut retrouver, si on cherche, si toutes les issues sont décrites en français sur ce qu'on attend de pouvoir faire, le jour où on a un bug sur cette partie-là du site, on peut réussir à retrouver la carte qui correspond à cette fonctionnalité, et à partir de la carte, on a pu associer les commits, donc on va retrouver les commits qui ont été faits par rapport à cette fonctionnalité-là.
Et indirectement aussi, on va retrouver les branches et en fait, on va réussir à tout retrouver. Et revoir pourquoi on a fait ça, dans quelles conditions on a fait ça, comment on l'a fait, comment a été fait le code, comment il a été modifié, et éventuellement, bah, comment on a pu introduire un bug à ce moment-là. C'est hyper pratique. Et c'est extrêmement utilisé. Alors, on n'utilise pas toujours le Kanban dans GitHub, mais les tableaux Kanban comme ça, c'est très 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 utilisé dans quasiment toutes les entreprises, sur tous les projets de développement, on utilise ce type d'outils. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions. Donc je vous remercie d'avoir été présent. J'espère vous revoir pour les prochains lives. Il y en aura pas mal qui vont arriver sur le mois d'août. Je vais organiser tout ça et j'espère vous voir nombreux à chaque fois sur les différents lives, toujours orientés autour du développement ou de soft skills aussi. Il y en a quelques-uns qui vont arriver sur les soft skills. Merci à vous et bonne journée.